L'écologie humaine est basée sur un constat simple. Le désastre environnemental est une conséquence de la violence faite à l'être humain. Voilà pourquoi, dans ce podcast du courant pour une écologie humaine, nous valorisons les personnes qui tentent de créer des chemins de sortie de l'époque moderne. Abonnez-vous pour être alerté des prochaines actus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir à nouveau avec Grégoire Bigny. Il est architecte, enseignant et essayiste. Il est venu nous parler, entre autres, de son dernier ouvrage, intitulé « La troisième nature, l'architecture face aux défis climatiques ». Grégoire Bigny, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu plus en détail ? Je suis architecte. J'exerce dans deux domaines différents que sont le patrimoine et le génie civil principalement, parce que j'ai une formation également d'ingénieur. Deuxièmement, je suis enseignant. Je suis enseignant principalement à l'école d'architecture de Paris-Val de Seine, où j'enseigne les questions écologiques majoritairement. Et puis par ailleurs, je suis essayiste, ou plutôt j'écris mes cours sous forme soit de recension d'informations, ce sont des cours classiques, soit sous forme d'essais, comme des hypothèses à prendre en compte par les étudiants en les présentant comme telles. Alors, comme je l'ai dit en introduction, vous êtes venu nous parler, entre autres, de votre dernier livre, et le titre interpelle parce que vous parlez de troisième nature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est cette troisième nature et puis quelles sont les deux premières, évidemment? J'ai publié le 5 octobre un ouvrage qui s'appelle La troisième nature, l'architecture face aux défis climatiques. Il peut exister une troisième nature qui serait la synthèse des deux premières. La première étant la biosphère, la deuxième étant la ville hors sol telle qu'elle a été théorisée par un théoricien italien du Quattrocento qui s'appelle Léon Battista Alberti et qui était une tentative de cosmologie urbaine, c'est-à-dire de mise en ordre de ces questions urbaines au sortir du Moyen Âge, donc un changement de paradigme urbain d'importance qui a été extrêmement efficace et dans lequel nous sommes majoritairement toujours, mais qui a le défaut de mettre la première nature, c'est-à-dire la biosphère, à distance de cette seconde nature. Et donc, face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, et notamment les architectes, il convient, à mon sens, de réfléchir à comment dirais-je, une nature hybride des deux premières. Mon ouvrage est de dire comment il est possible de le faire de mon point de vue. Déjà dit, vous êtes enseignant. Euh, Vous, dans cette dimension-là de votre métier, face à vos élèves, quelle est la problématique ou la question principale que vous vous posez? La question que je me suis posée et que mes étudiants me posent, c'est qu'est-ce que l'architecture aujourd'hui, en 2023? Est-ce qu'on doit l'enseigner comme moi, par exemple, on m'a enseigné l'architecture dans les années 80? Vous comprenez évidemment que pour moi, et comme souvent pour mes étudiants, la réponse est qu'il n'est pas possible d'enseigner exactement de la même manière, puisque durant ce laps de temps, même court à l'échelle de l'humanité, même très très court, très bref, un battement de cils, eh bien les choses sont en train d'assez radicalement changer. J'en veux pour preuve 5 enjeux que nous affrontons avec nos étudiants au moment de la conception. Je veux parler évidemment de la question climatique, mais aussi de la biodiversité, de l'accès aux ressources naturelles et de la santé aussi. Enfin, pour finir, la question du numérique, qui est une question importante. Je pense que les étudiants ont effectivement en tête cette question climatique, beaucoup plus que quand j'ai commencé à enseigner il y a environ une vingtaine d'années. Je dirais même que parfois, pour eux, c'est une question presque cardinale de leur parcours, à la fois estudiantin puis professionnel, c'est-à-dire comment ne pas aggraver l'état du monde en exerçant la profession d'architecte. Le métier d'architecte, comme de nombreux autres métiers d'ailleurs, ont connu de profondes transformations au cours des dernières décennies. Alors selon vous, qu'est-ce que ça veut dire être architecte aujourd'hui? Il y a évidemment une part qui n'a pas évolué. L'architecte est toujours l'homme ou la femme qui dessine et qui dessine des plans. Donc ça, c'est ce qui fait aussi sa spécificité, sa force. Et pour dessiner un plan, ça ne se fait pas uniquement à l'inspiration ou en alignant une somme de connaissances, mais avec une prise de position sur le monde. Et c'est là où le métier effectivement a pu évoluer ces dernières années. C'est que face aux questions, notamment écologiques, qui nous sont posées, il est difficile d'y apporter pour les architectes une réponse mécanique
simplement comme une solution, au problème, mais de réfléchir en profondeur sur, l'ensemble de ces enjeux et tenter de formuler au travers du bâtiment une réponse. Ça veut dire, avoir un certain regard sur le monde, un regard critique, mais un regard bienveillant et surtout constructif. Ça veut dire un certain rapport au monde, dont leurs bâtiments peuvent rendre compte, au travers des usages qui peuvent être faits de leurs bâtiments, de leurs futurs, bâtiments, mais aussi des conséquences et de l'impact que ces bâtiments ont dans les questions, qui nous occupent aujourd'hui, notamment écologiques. On est au courant pour une écologie humaine. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le lien entre l'architecture et l'humanité et également du coup le lien entre architecture et écologie humaine? Je pense qu'il ne peut pas y avoir de projet, architectural s'il n'y a pas de projet humain qui soit, accompagné par, les coups de crayon de l'architecte. Donc, par voie de conséquence, l'architecture du XXIe siècle ne pourra être, il me semble, qu'une addition de réponses, certaines pouvant être, comprises dans un courant architectural, pas seulement stylistique, mais aussi dans la manière dont l'architecture est produite, et d'autres des grandes singularités. Ça, c'est pas très nouveau aussi. Dans l'histoire, on regarde l'histoire de l'architecture, on sait qu'il y a des grands styles qui se sont dégagés, le style classique, le style moderne, mais aussi, au-delà de ça, certaines singularités, certaines météorites de l'architecture, comme par exemple Gaudi, qu'on ne peut pas classer dans aucun courant de l'architecture, ou pour, être plus contemporain, Peter Zumthor, qui est un architecte, suisse qui construit des bâtiments très assis sur l'artisanat, notamment, la charpente et la menuiserie. Donc je pense que cette architecture du XXIe siècle, continuera d'être très diverse. Ce qu'il faut espérer, c'est que cette diversité aille dans un sens, souhaitable, c'est-à-dire d'avoir la capacité, collectivement, à relever des enjeux, notamment celui du climat. Vous nous avez cité quelques architectes. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans votre profession des transformations donc que ce soit dans l'approche, dans les matériaux utilisés, dans la technique, des changements quels qu'ils soient, qui pour vous témoignent d'un changement qui s'approche un petit peu de votre théorie de la troisième nature? Évidemment, je ne suis pas le seul architecte à me poser ces questions et surtout, je ne suis pas le seul architecte à prendre position par rapport à ces questions-là et prendre position d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique en construisant des bâtiments. Je cite souvent, je l'ai cité, tout à l'heure, Peter Zumthor, mais je peux citer aussi l'architecte chinois Wang Shu, l'architecte africain, Francis Kéré ou allemande Anna Heringer et bien d'autres, bien entendu, qui tentent, et même réussissent, assez brillamment cet exercice qui consiste à produire une architecture qui ne soit pas au détriment de la biosphère, enfin qui est vraiment une approche, écologique, mais aussi qui doit mettre l'humanité à l'abri, qui est quand même ce qu'on demande aux architectes quand on leur demande de concevoir un bâtiment. J'ai évoqué Wang Shu, qui est un architecte chinois qui, en construisant des bâtiments, modernes, réutilise les matériaux de l'habitat traditionnel que le pouvoir politique détruit pour construire des quartiers entiers, et c'est donc pour lui une forme, c'est du recyclage bien entendu, mais c'est une forme aussi de contestation culturelle sur un mode mineur des modes de production, du bâtiment en Chine, attestant par là qu'on peut faire autrement et que ces matériaux montrent leur capacité à être réemployés et à traverser les âges. J'ajouterais que, s'agissant de Wang Shu, quand je parlais tout à l'heure de son regard sur le monde, la réponse qu'il en donne est extrêmement concrète. Si on regarde une de ses œuvres majeures, qui est l'école des beaux-arts de Hangzhou, qui est une ville extrêmement importante dans la culture chinoise, on s'aperçoit que ces bâtiments-là ne regardent pas la skyline, c'est-à-dire la ville contemporaine. Lui, il fait le contraire, il se détourne de la ville pour regarder une petite colline qui, a priori, ne présente pas beaucoup d'intérêt, mais on sait que dans la culture chinoise, notamment dans la peinture chinoise, qui est quand même 3 fois millénaire, placer l'homme au sein de ces 4 éléments que sont la montagne, les nuages, l'eau et je crois les arbres de mémoire, à son échelle, qui est une toute petite échelle, qui devrait être celle que l'homme devrait tenir encore, eh bien, c'est bien de cette manière-là, en implantant ces bâtiments, que Wang Shu crée une architecture, c'est-à-dire un certain rapport au monde. Ma dernière question pour vous, Grégoire Bigny, après on n'aura pas le temps de m'en poser une autre, je pense.
On est toujours sur l'architecture, mais c'est là où on fait le lien avec l'urbanisme, parce que je voulais vous demander un petit peu votre opinion de l'importance de l'architecture pour le lien social et les relations sociales de manière générale. Si finalement je me pose la question, après avoir tourné autour de quelle est l'idée centrale de mon livre, au-delà de ces questions d'architecture, ça serait, je pense, la question de la liberté. Pourquoi? Je pense que nous l'avons tous expérimenté, lors d'une panne de courant, par exemple. Notre manière d'habiter dépend d'opérateurs d'énergie, notamment, qui nous sont extérieurs. Et finalement, de plus en plus, notre monde tel qu'il se constitue nous rend dans une situation de dépendance, dans le bon et dans le mauvais sens du terme, hein, mais quand même dans une situation de dépendance, de liens de plus en plus virtuels et déshumanisés, c'est-à-dire que nous n'identifions pas qui sont les acteurs du monde et comment nous y sommes connectés. Bien sûr, on le fait d'un point de vue contractuel, en signant des contrats ou en réglant ses factures. Mais de plus en plus, c'est ça. Et donc, la question de la liberté, elle est fondamentale et je pense centrale. Si je dois en donner un exemple concret, comme je l'ai dit d'un point de vue énergétique, il y a d'autres solutions que celle d'être connecté à un opérateur, mais celle notamment de s'organiser avec son voisinage et avec la nature pour acquérir cette autonomie, mais non pas une autonomie à l'échelle de la maison et du foyer, qui serait là une vision un petit peu millénariste, une tentative de fuite, d'isolement, mais au contraire de se connecter avec son voisinage pour voir si des échanges sont possibles de toute nature, notamment énergétiques, parce qu'une maison va être bien placée d'un point de vue énergétique et l'autre moins, mais peut-être que celle qui est moins bien placée peut échanger d'autres choses, des informations, mais même des déchets qui peuvent être utilisés. Donc c'est toute cette organisation en multipliant les échanges, notamment permis entre autres par le numérique, mais aussi certainement par le contact direct. Je pense que c'est cette question de la liberté qui est soulevée au travers de la tentative de description de cette matrice humaine d'abord, avant d'être technique, qu'est la ville du XXIe siècle. Finalement, cette question de la liberté collective, elle repose sur la question de la liberté individuelle et notamment notre liberté intérieure. Je pense que la liberté intérieure de chacun est une condition absolument nécessaire à notre salut. Quand j'entends salut, on va rester au niveau climatique. Pourquoi? Je pense que la somme de nos actions individuelles seront beaucoup plus efficaces qu'une approche écologique coercitive, réglementaire, enrégimentée en quelque sorte. Jusqu'à présent, et notamment depuis les siècles des Lumières, cette liberté intérieure était formulée, et même dans les droits de l'homme, hein, les devoirs et les droits de l'homme de la Révolution, de la manière suivante. Ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Je pense pour ma part que ma liberté est là où est celle de l'autre. Et c'est cette solidarité humaine qui permettra, je pense, une efficacité d'action. Merci beaucoup, Grégoire Bignet, d'être venu vous entretenir avec nous aujourd'hui. Et merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour de nouveaux podcasts inspirants sur cette chaîne du courant pour une écologie humaine. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et abonnez-vous également à notre newsletter mensuelle. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux ou à national@écologiehumaine.eu.